Bonjour amis de l'histoire antique, je vais aujourd'hui vous parler des Sogdiens, un peuple iranien qui vivait durant l'Antiquité et l'époque médiévale dans les actuels Turkménistan, Ouzbékistan et Tadjikistan, et qui était connu pour exceller dans le commerce ainsi que pour montrer une certaine érudition et une forme de tolérance religieuse. Donc, durant toute leur histoire, ils furent dominés par diverses puissances comme les Achéménides, les Séleucides, les Gréco-Bactriens, les Sassanides, les Turcs et les Arabes, mais leur commerce resta toujours florissant. Leur capitale était la fameuse Samarcande, qui était au cœur de la route de la soie, et ils jouèrent un rôle crucial dans le développement des voies commerciales en Asie centrale. Et donc les Sogdiens connurent leur apogée entre le début de l'ère chrétienne et le 7e siècle, et ils disparurent en tant que tels au 10e siècle à la suite des invasions des Turcs et des Arabes. Et donc leur compétence dans le commerce fait que des historiens les surnomment parfois les Phéniciens de l'Asie centrale. Et donc concernant mes sources, je m'appuierai sur des pages Wikipédia, certaines en anglais, sachant que les pages en français sont parfois un petit peu bancales concernant ce sujet, et mérite une clarification que j'espère apporter. Tous les liens en description. Voyons en thème numéro 1 les origines et les connaissances au sujet des Sogdiens. Donc la première mention du terme Sugda, ou Sogdien en français, se trouve dans l'Avesta, donc le texte sacré du masdéisme, la principale religion de la Perse antique, sachant que ce sont les Sogdiens qui donnèrent leur nom à la Sogdiane. Alors une autre mention écrite de la Sogdiane est visible dans les célèbres inscriptions de Darius à Behistun en Iran, qui datent de la fin du 6e siècle avant notre ère. Alors les Sogdiens étaient probablement à l'origine des Sakas, un peuple scythique qui se sédentarisèrent au début du premier millénaire avant notre ère. Et donc les Sogdiens étaient divisés en tribus et en petits états et étaient principalement centrés autour de la cité de Samarcande. Et donc ils ne possédaient pas un territoire limité par des frontières précises, mais entretenaient tout un réseau de comptoirs qui, d'une oasis à l'autre, couraient le long des routes reliant l'Orient et l'Occident. Donc les Sogdiens étaient principalement établis au nord de la Bactriane, à l'est de la mer d'Aral, entre les fleuves Yarksart, aujourd'hui le Sir Daria, et l'Oxos, aujourd'hui l'Amou Daria. Donc la présence du fleuve Oxos comme frontière explique que les Grecs appelaient la région Transoxiane. Et donc les villes principales de la région étaient Samarcande, donc la capitale, ainsi que Boukhara, Kodjent et Kesh. Alors, la principale activité de la Sogdiane était l'agriculture, qui reposait sur un ingénieux système de canaux d'irrigation et de drainage, sachant que les vallées alluviales et les oasis étaient favorables à la pratique agricole, tandis que le reste du territoire, qui était beaucoup plus aride, et encore plus maintenant, ne permettait que l'élevage extensif nomade, qui était traditionnellement pratiqué par les peuples des steppes. Alors, à voir que les Perses estimaient que la Sogdiane était la deuxième bonne terre après l'Iran que leur dieu suprême, donc Ahura Mazda, avait créée, et à voir aussi que les Sogdiens bénéficiaient d'une certaine reconnaissance de la part des Perses. Donc les Sogdiens parlaient une langue iranienne orientale appelée le Sogdien, une langue qui appartenait à la famille des langues indo-européennes et qui était étroitement liée à la langue de leurs voisins de Bactriane. Et donc le Sogdien s'écrivait sous plusieurs formes, mais toutes provenaient de l'alphabet araméen importé par les Perses. Alors leur langue était une langue de prestige dans la région. Elle était utilisée non seulement dans les affaires, mais aussi dans la littérature et la religion.
Et certains habitants du Tadjikistan actuel continuent de parler un dialecte du sogdien. Alors, concernant les faits religieux, les Sogdiens étaient connus pour leur tolérance. Donc, le panthéon sogdien incluait à l'origine des divinités traditionnelles iraniennes, telles que Mitra et Anaïta, puis leur principale religion devint le zoroastrisme, donc qui est la forme monothéiste du mazdéisme, et ils accueillirent également le bouddhisme, le christianisme nestorien et le manichéisme. Puis ils furent islamisés à partir de la fin du 7e siècle. Et donc cette diversité religieuse contribua à forger une identité culturelle complexe et ouverte, reflétant la pluralité de la société sogdienne, sachant qu'une grande partie de nos connaissances au sujet des Sogdiens provient des nombreux textes religieux qu'ils laissèrent derrière eux. Finalement, la Sogdiane constituait la frontière septentrionale du monde sédentaire face aux nomades des steppes. Voyons en thème numéro 2 l'histoire des Sogdiens durant l'Antiquité. Donc avant son intégration dans l'Empire perse, la Sogdiane était comprise au sein du royaume de Khorzem, qui était peuplé de Sakas sédentarisés. Et donc la Sogdiane fut soumise par Cyrus le Grand dans les années 540, donc Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire achéménide, et la ville de Syropolis fut fondée à cette époque. Et donc sur l'inscription de Behistun en Iran, qui date du règne de Darius, la Sogdiane est indiquée au titre de 18e satrapie. Et donc les historiens rangent la Sogdiane parmi les hautes satrapies d'Asie, avec notamment la Bactriane, l'Arie et la Drangiane. Mais en l'absence de nom de satrape attesté, les historiens estiment le plus souvent que la région était en fait gouvernée par le satrape de Bactriane, sachant que la gouvernance de la Bactriane était confiée aux parents du roi, qui n'étaient pas destinés à régner. Et donc les Sogdiens sont enregistrés dans les archives perses comme offrant en tribut de la lapis lazuli et de la cornaline. Et Darius introduisit en Sogdiane le système d'écriture araméen ainsi que la monnaie, et il incorpora des Sogdiens dans son armée permanente, sachant qu'on compte un contingent de soldats sogdiens dans l'armée perse durant la Deuxième Guerre médique. Enfin, les Perses déportèrent en Sogdiane des Grecs d'Anatolie, notamment des populations rebelles originaires de Didyme. Toutefois, étant donné sa position périphérique, la région échappait à la maîtrise du pouvoir central et bénéficiait d'une certaine autonomie au sein de l'Empire perse. Alexandre le Grand atteignit la région en 329 et prit Samarcande sans combat. Il était à cette époque en lutte contre le général perse Spitamenès, qui infligea d'ailleurs une cuisante défaite aux Macédoniens, avec l'aide de cavaliers scythes. Et donc la répression à l'encontre des Sogdiens fut implacable. La ville de Syropolis fut en effet détruite, sa population massacrée ou réduite à l'esclavage. Alors finalement, Spitamenès fut tué par les Massagètes, donc une tribu scythique, et sa tête envoyée à Alexandre. Alors Alexandre profita de cette campagne en Sogdiane pour fonder à proximité du Yarksarth Alexandrie Escatée, et donc cette Alexandrie dite ultime correspond à l'actuel Kodjent au Tadjikistan. Alors il comptait peupler la ville avec des mercenaires grecs et des Sogdiens ralliés. Et cette fondation marque le point le plus au nord de son périple. Enfin, c'est en Sogdiane qu'Alexandre fit la connaissance de Roxane. Elle était la fille d'Oxyartès, dont le titre n'est pas clairement établi par les sources. Peut-être était-il gouverneur de Bactriane ou de Sogdiane, mais enfin en tout cas il est clair qu'il est d'origine bactrienne, donc attention, l'erreur est assez récurrente, Roxane n'est pas sogdienne mais bactrienne. Donc quoi qu'il en soit, la tradition veut qu'Alexandre fit connaissance de Roxane après avoir pris le rocher sogdien, une forteresse perse.
Et donc il est probable que la résistance des satrapes de Haute-Asie poussa Alexandre à se concilier les indigènes iraniens en épousant Roxane. Donc à la même époque, Alexandre décida de réunir la Sogdiane et la Bactriane pour former une nouvelle satrapie, sachant que c'était déjà en fait peut-être le cas sous les Achéménides. Mais la politique d'intégration des élites indigènes chères à Alexandre n'eut pas les mêmes résultats en Sogdiane qu'en Bactriane, qui devint, elle, un important foyer de peuplement grec, ce qui ne sera jamais le cas pour la Sogdiane. Et donc après la mort d'Alexandre, la Sogdiane tomba sous la coupe de Séleucos, donc vers 309, au moment où il prenait aussi possession des autres satrapies de Haute-Asie. Alors la Sogdiane ne resta séleucide que pendant 50 ans, car elle fut intégrée à la Bactriane lors de sa prise d'indépendance au milieu du IIIe siècle. Et donc la Sogdiane resta pour un siècle dans le giron du royaume gréco-bactrien, comme l'atteste la découverte de monnaie royale. Et donc vers 200 avant Jésus-Christ, la région fut la cible de raids menés par des Scythes et des Uésis, donc une confédération de tribus probablement d'origine tokarienne, qui furent poussés à l'ouest par l'incursion des Xiongnu, donc depuis la Mongolie et la Chine du Nord. Et donc selon des sources chinoises, la défaite des Uésis face aux Xiongnu entre 174 et 160 déclencha toute une série de migrations avec des conséquences importantes pour toute l'Asie centrale. Et donc vers 135 avant notre ère, les Uésis occupèrent une grande partie de la Sogdiane et le nord de la Bactriane. Puis au 1er siècle, la principale tribu des Uésis fonda l'empire Kushan qui s'étendait depuis le nord-ouest de l'Inde jusque la Bactriane et la Sogdiane. Mais en fait, la région ne fut pas occupée en permanence et les Kushan se limitèrent à créer un état tampon pour absorber les raids des nomades des steppes. Alors une tradition qui ne fait pas consensus rapporte qu'un contingent de légionnaires romains parvint jusqu'en Sogdiane et qu'il fut battu par des Chinois en 36 avant Jésus-Christ. Alors une hypothèse ferait de ces Romains des rescapés de l'armée de Crassus qui fut vaincue par les Parthes en 52 avant Jésus-Christ. Mais bon, tout ceci semble assez légendaire. Donc pour revenir aux Kushan, ils furent par la suite évincés d'Asie centrale par les Perses sassanides, donc au IIIe siècle de notre ère, et le premier souverain sassanide, donc Ardashir, envahit la région en 230. Et donc sur le plan religieux, le bouddhisme et le christianisme avaient de nouveaux adeptes en Asie centrale, mais les sassanides de religion zoroastrienne les persécutèrent. Voyons en thème numéro 3, les Sogdiens face aux Turcs et aux Arabes. Donc au cours de la seconde moitié du IVe siècle donc, de notre ère, la Sogdiane fut envahie par une population nomade apparentée aux Huns, qui est connue sous le nom de Chionites, et qui avait un temps été les vassaux des Kushan, et qui servirent aussi comme mercenaires pour les Sassanides. Alors d'autres peuples apparentés aux Huns, dont les Hephthalites, s'emparèrent de la Sogdiane au début du VIe siècle, d'où ils lancèrent des attaques contre les Sassanides. Alors, les Hephthalites furent ensuite supplantés entre 557 et 561 par les Gökturks ou Turcs célestes. Et donc les Sogdiens s'allièrent aux Turcs du Khaganat occidental, donc le premier empire turc, sachant que les territoires de la Sogdiane furent partagés entre eux. Alors les deux parties de l'empire turc, donc on va dire le Khaganat occidental et oriental, furent successivement détruites par les Chinois en 630 et en 657. Et donc la Sogdiane passa dans le giron chinois sous la dynastie des Tang, mais les Chinois se trouvaient trop loin pour exercer un contrôle effectif. Alors l'empire turc fut reconstitué à partir de 680,
Et ces Turcs vainquirent un autre peuple turc appelé les Turgesh et poursuivirent les fuyards jusqu'en Sogdiane. Mais là, les Turcs se heurtèrent aux Arabes qui avaient mis fin, en 651, à l'empire sassanide. Alors la Sogdiane et Samarcande furent attaquées plusieurs fois, et en 712, après un siège, la ville finit par se rendre, puis ce fut au tour du reste de la Sogdiane. Et donc les Arabes purent s'installer dans la région et commencer à diffuser l'islam. La région qui s'appelait alors le Khorasan. Alors, les Sogdiens qui acceptaient de se convertir à l'islam étaient exemptés d'impôts, et face à l'ampleur des conversions et à la baisse des recettes fiscales, les souverains omeyyades décrétèrent que les nouveaux convertis devaient être circoncis et avoir une bonne connaissance du Coran. Et donc cette mesure entraîna une révolte. Et en 720, les Sogdiens détruisirent la garnison arabe de Samarcande avec l'aide des Turcs. Et donc un nouveau gouverneur arabe fut nommé au Khorasan et réprima la révolte. Et en 728, le gouverneur offrit une exemption d'impôts pour les nouveaux convertis, ce qui produisit les mêmes effets que la première fois. Et donc avec l'aide des Turcs, une nouvelle révolte des Sogdiens éclata, et le gouverneur décida là de mener une politique plus conciliante à l'égard des élites locales. Alors à l'époque, les Arabes étaient gouvernés par la dynastie des Omeyyades, mais celle-ci entra en conflit avec une autre dynastie arabe, celle des Abbassides. Et ces derniers pouvaient compter au Khorasan et en Transoxiane sur un aristocrate iranien appelé Abu Muslim, dont la famille s'était récemment convertie à l'islam. Alors bien voir que la Sogdiane était toujours sous souveraineté théorique de la Chine, mais les Chinois n'étaient pas intervenus face au raid arabe. Et en fait, l'initiative vint finalement du gouverneur chinois des pays dits d'Occident, qui intervint contre le roi sogdien de Tashkent, sachant que le fils du défunt roi avait appelé les Arabes à l'aide. Et en 751 eut lieu la célèbre bataille de Talas, qui virent les troupes du califat abbasside affronter et écraser une armée chinoise. Et à cette date, la Chine était définitivement évincée de la Sogdiane. Ensuite, Abu Muslim fut tué sur ordre d'un calife abbasside qui l'avait sournoisement reçu à sa cour. Et ce meurtre entraîna des révoltes en Sogdiane, et les Zoroastriens se soulevèrent contre les Abbassides qui menèrent une féroce répression. Par la suite, d'autres révoltes zoroastriennes se produisirent. La dernière et la plus importante eut lieu entre 776 et 783. Et donc à cette date, les musulmans l'avaient emporté sur les autres religions. Et au IXe siècle, la Transoxiane et le Khorasan étaient devenus des États quasi indépendants des Abbassides. Et la région connut une forme de désarabisation qui se manifestait par la langue persane qui commença à supplanter le sogdien et le bactrien. Alors à voir que le terme en moyen persan tazik était utilisé pour désigner les Arabes à l'époque, et il s'appliqua par la suite aux musulmans du Khorasan et de la Transoxiane, et donc aujourd'hui ce terme est prononcé tadjik, et il désigne les populations de langue persane de l'Asie centrale, donc au Tadjikistan, en Afghanistan, mais aussi en Ouzbékistan, où la langue persane demeure très utilisée, notamment dans les grandes villes. Et donc le processus d'assimilation des Sogdiens dans la société islamique fut progressif, mais il conduisit à la disparition de la langue et de la culture des Sogdiens. Alors, les descendants des Sogdiens peuvent être trouvés parmi les populations modernes d'Asie centrale, mais en tant que groupe distinct, ils perdirent leur identité au fil du temps. Voyons thème numéro 4, Samarcande, le joyau de la Sogdiane. Alors, aux époques antiques et médiévales, Samarcande
était un foyer de savoir et de prospérité avec ses marchés animés et ses temples majestueux, ainsi que ses centres d'érudition. Donc elle fut fondée par les Sogdiens vers 700 avant Jésus-Christ, ce qui en fait, avec Bactre, une des plus anciennes villes d'Asie centrale. Alors, l'étymologie du nom de la ville, donc qui est connue sous le nom de Marakanda par les Grecs, pourrait être rattachée au Saka, donc terme qui désignait en vieux perse les sites d'Asie centrale. Alors selon une autre hypothèse, son nom pourrait venir de termes sogdiens, donc Asmara qui signifie le rocher, et Kand qui signifie la ville. Alors lors de ces différentes occupations, Samarcande abrita des communautés religieuses diverses, et devint un foyer actif de plusieurs religions, telles que le zoroastrisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le manichéisme, le judaïsme, l'église d'Orient et enfin l'islam. Alors il y a un autre site intéressant à 4 km de Samarcande, c'est celui donc d'Afrasiab, et ce site montre des traces d'occupation au cours de l'âge du bronze et de l'âge du fer, avec des remparts et un système d'alimentation urbaine en eau, qui atteste d'une fondation urbaine entre 650 et 550. Et donc une ancienne citadelle et un palais contenant des peintures murales furent mis au jour, ainsi que des quartiers résidentiels et d'artisans. Et cette proximité géographique en fait un site historique étroitement lié à l'histoire de Samarcande. Donc la ville était stratégiquement située le long de la route de la soie, entre la Chine et le monde méditerranéen, et les caravanes chargées de marchandises précieuses en provenance de Chine, d'Inde, du Moyen-Orient et même d'Europe convergeaient vers cette métropole cosmopolite. Mais elle était bien plus qu'une simple étape de passage pour les caravanes. Elle se dressait fièrement comme un centre névralgique du commerce où se mêlaient les richesses, les cultures et les savoirs. Les marchands s'y rassemblaient, échangeant des épices exotiques, des tissus somptueux, des pierres précieuses étincelantes et d'autres produits convoités. Et les marchés animés résonnaient des langues diverses des commerçants, créant comme une symphonie polyglotte d'échanges et de transactions. Alors pour revenir aux faits historiques, Samarcande passa aux mains des Perses achéménides au VIe siècle, puis en 329, Alexandre en fit la conquête, sachant que la ville subit d'importants dégâts lors de la conquête d'Alexandre, avec notamment l'attaque des Scythes menée par Spitamenès. Mais la ville fut reconstruite, avec d'ailleurs de nouvelles techniques de construction plus sophistiquées. Alors ensuite, Samarcande fut intégrée dans l'empire séleucide, dans le royaume gréco-bactrien et dans l'empire Kushan, avant de tomber aux mains des Perses sassanides puis des Turcs. Alors, la ville devint au 7e siècle un protectorat chinois et payait un tribut aux Tang. Alors un pèlerin bouddhiste chinois décrit la splendeur de la ville au 7e siècle avec ses marchands et ses artisans et affirme que leur roi est connu pour être un homme d'esprit. Alors finalement, Samarcande tomba aux mains des Arabes omeyyades en 710. Alors pour faire un petit bond dans le temps, en 1220, la ville fut pillée par les Mongols de Gengis Khan, sachant que le livre de Marco Polo, donc décrit Samarcande, où Marco Polo n'est pas passé, mais en tout cas cette description évoque une cité très grande et noble dont les habitants sont chrétiens et musulmans. Alors en 1369, Samarcande devint la capitale de Tamerlan, donc le grand conquérant turco-mongol. Et en 1507, donc la dynastie qu'il a fondée, les Timourides, furent renversés par les Ouzbeks. Et en 1868, la ville passa sous la domination de l'Empire russe. Enfin, en 1925, elle devint la capitale de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Alors elle perdit cette place de capitale en 1930 au profit de Tachkent, qui est turcophone et non perséphone. Et en 2007, l'UNESCO célébra le 2750e anniversaire de la naissance de Samarcande. Alors voyons en thème numéro 5, le commerce et les interactions culturelles.
À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, les oasis de Samarcande et de Boukhara connurent un essor qui fut amplifié par le commerce avec les autres parties de l'Asie, par la fameuse route de la soie. Alors, les pièces de monnaie frappées à Samarcande portaient alors des légendes en sogdien et en grec, mais les secondes eurent tendance à se raréfier au profit des légendes en sogdien. Alors, des documents appelés lettres anciennes permettent de connaître la société sogdienne composée de 3 classes, donc les aristocrates, les marchands et les travailleurs, donc paysans ou artisans. Alors, outre ces 3 classes libres, on comptait également énormément d'esclaves. Alors, ces lettres anciennes, d'ailleurs, ne furent pas retrouvées en Sogdiane même, mais au nord-ouest de la Chine, ce qui témoigne de l'activité marchande des Sogdiens. Alors, malgré les troubles et les occupations passagères, donc par les Kushan, les Turcs puis les Arabes, les Sogdiens continuèrent à se consacrer pleinement au commerce. Et donc Samarcande devint au début du Moyen-Âge l'un des plus importants centres du commerce mondial, idéalement situé à la croisée des routes entre la Chine, l'Inde, la Perse et l'Empire byzantin. Et les marchands sogdiens connurent leur apogée à cette époque en étendant leur influence jusqu'en Chine sous la dynastie des Tang. Alors d'ailleurs, en Chine, les marchands sogdiens dominèrent longtemps le commerce du fait de règlements en leur faveur, sachant que des sogdiens furent même promus à des postes administratifs importants. Enfin, la majorité des caravansérails sur la route de la soie étaient des établissements tenus par des sogdiens. Il convient cependant de relativiser le rôle de la soie, du moins à cette époque. Alors, la soie, pour les producteurs chinois, n'était pas un objet de profit, mais plutôt une monnaie qui servait à payer les fonctionnaires et à gratifier les souverains étrangers, dont les menaçants nomades. Et donc ce furent les marchands sogdiens qui en fait la captèrent en route et en firent un objet économique de luxe. Alors bien voir quand même que la soie ne représentait pas l'essentiel de leur activité. Les marchandises que les Sogdiens transportaient étaient plutôt le musc et le santal, un bois précieux. Alors à voir tout de même que les Sogdiens commencèrent la fabrication par eux-mêmes de la soie aux environs de l'an 700. Enfin, au cours de la bataille de Talas en 751, dont on a parlé tout à l'heure, des artisans chinois, donc qui savaient fabriquer du papier, furent capturés donc, par les Arabes, alors que les techniques de fabrication du papier étaient un secret d'État et que seuls certains ateliers et moines bouddhistes maîtrisaient la technologie nécessaire. Et donc ça a permis à Samarcande, qui était donc sous la tutelle des Arabes, de devenir un important centre de production de papier. Par la suite, la technique de fabrication du papier fut transmise à l'ensemble du monde islamique et plus tard en Europe. Alors selon des chercheurs, la richesse de la Sogdiane ne dépendait pas seulement du commerce, mais aussi de l'agriculture et du labeur acharné des creuseurs de canaux qui surent, en amenant l'eau et en acclimatant des plantes et des arbres fruitiers, comme le pêcher, obtenir des produits de grande qualité recherchés jusqu'en Chine. Alors à voir aussi, comme on l'a dit, que les esclaves étaient très nombreux dans les grandes villes de Sogdiane. Donc il s'agissait la plupart du temps de personnes capturées lors des guerres, donc prises comme otages, parfois même vendues par leur famille, ou qui s'étaient elles-mêmes placées sous la protection d'un maître. Alors au-delà de leur rôle commercial, les Sogdiens léguèrent un héritage culturel d'une grande profondeur. Leur langue, une forme donc de perse orientale, était une langue de prestige dans la région, utilisée dans les affaires, mais aussi dans la littérature et la religion. En guise de conclusion, les Sogdiens sont donc parfois qualifiés de Phéniciens de l'Asie centrale en raison de l'importance de leur activité de commerçants. Ils jouèrent en effet un rôle essentiel en tant que marchands itinérants dans le commerce entre l'Orient et l'Occident, facilitant les échanges culturels et économiques entre diverses civilisations. Ils étaient aussi des agriculteurs qualifiés, mettant en valeur des terres arides par d'ingénieux systèmes d'irrigation. Alors malgré leur influence durable, le destin des Sogdiens fut scellé par les vicissitudes de l'histoire, sachant qu'au 8e siècle, les conquêtes arabes supplantèrent progressivement la domination
sogdienne, imposant l'islam et réduisant leur influence sur les routes commerciales. Néanmoins, l'héritage des Sogdiens perdura dans les vestiges de leur cité prospère, dans les manuscrits préservés et dans les récits des voyageurs et des historiens qui traversèrent leur territoire. Finalement, l'histoire des Sogdiens illustre toute la complexité de l'histoire de l'Asie centrale au cours de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, entre les occupations perses, grecques, turques et arabes, et les influences zoroastriennes, bouddhistes, chrétiennes ou islamiques. Alors finalement, on pourrait voir les Sogdiens comme des Iraniens, mais en version pacifique. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, et je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes.